Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La nouvelle version de la Constitution a été approuvée au Soudan. Les autorités ont amendé le document constitutionnel qui prolonge la période de transition d'environ 14 mois. Une période de transition censée conduire vers des élections générales. Inauguration de la zone économique spéciale de Maluku en République démocratique du Congo. L'aménagement de ce site entre dans le cadre de la diversification économique souhaitée par les autorités pour s'affranchir de la dépendance aux revenus miniers. Et c'est une bataille sans merci que se livre la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel du Cameroun. La FECAFOOT a décidé de retirer la gestion des championnats professionnels à la Ligue professionnelle de football du Cameroun, et ce à 2 mois du début du championnat d'Afrique des Nations. Mais tout d'abord au Cameroun, le cardinal Christian Toumi, archevêque émérité de Douala, a été libéré ce vendredi 6 novembre. Le principal défenseur du dialogue pour la résolution de la crise anglophone au Cameroun avait été enlevé la veille vers 18h avec 12 autres personnes, dont l'autorité morale traditionnelle, le roi Fondo Ofndo. Les ravisseurs seraient un groupe de séparatistes ambazoniens qui tentent d'empêcher la reprise des cours dans les régions anglophones du pays. Rappelons que le 24 octobre 2020, 8 écoliers avaient été tués au sein de leur établissement à Kumba, dans le sud-ouest du Cameroun. Une attaque que les autorités attribuent également à des séparatistes anglophones. Révision de la Constitution au Soudan. Les autorités ont approuvé le document constitutionnel dans sa nouvelle version amendée le 3 octobre, un texte qui prolongera d'environ 14 mois la période de transition, plus d'1 an après la signature de l'accord de paix entre le Conseil militaire et les forces pour la liberté et le changement. Les précisions de Nélé Claude Bessa. Amendement au Soudan du document constitutionnel par les autorités soudanaises. La nouvelle version de ce document prolonge d'environ 14 mois. En effet, la période de 39 mois ne débutait qu'à partir de la signature de l'accord de paix global. L'amendement prévoit également la formation d'un conseil souverain de 14 membres au lieu de 11 actuellement, 5 militaires, 5 civils et un membre de consensus. Les 3 nouveaux membres doivent représenter les partis ayant signé l'accord de paix de Juba le 3 octobre 2020. L'accord intervenu le 3 octobre dernier permet alors de réviser la constitution en vigueur au Soudan en intégrant alors ces différents groupes. C'est une avancée réelle dans le processus démocratique au Soudan, et une telle inclusion dans le cadre d'un accord politique global permettra alors de stabiliser alors cet État qui pendant une décennie est entré en conflit avec certaines provinces, notamment la région du Darfour. Le nouveau texte dispose désormais que seuls les membres du pouvoir signataire de l'accord de paix de Juba sont désormais éligibles. Ils doivent impérativement quitter leurs fonctions dans les 6 mois précédant l'élection. Soulignons que dans l'ancien texte, les membres du Conseil souverain et du gouvernement n'étaient pas éligibles pour se présenter aux élections. Cette révision constitutionnelle intervient dans un cadre géopolitique international marqué par la levée notamment de l'embargo par les États-Unis. Nous pensons que cette normalisation politique au plan interne et diplomatique au plan international, avec évidemment la reconnaissance de l'Israël sous la pression notamment des États-Unis, vont permettre au Soudan alors de renégocier sa place importante dans le Conseil des Nations. Le document constitutionnel avait été signé en août 2019 entre les forces pour la liberté et le changement et le Conseil militaire. Il doit gérer la période de transition qui conduira le pays vers des élections générales. En rappel, c'est le 3 octobre 2020 que le document constitutionnel du Soudan a été amendé par les autorités du pays. Il aura fallu attendre 9 ans pour entendre sa première intervention dans les médias le 29 octobre 2020. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo fait de nouveau parler de lui dans la sphère politique ivoirienne. L'ex-chef de l'État s'est entretenu par téléphone le 4 novembre avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le but, tenter d'apaiser les tensions post-électorales, une initiative qui confirme sa posture d'opposant rassembleur. Ange Doménio. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo fait de nouveau parler de lui. Après 10 ans de détention, ce dernier a repris contact avec le pouvoir en place le mercredi 4 novembre 2020.
C'est par un appel téléphonique qu'il s'est entretenu avec le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Le but de la discussion, décrisper le climat politique actuel. Au vu de la situation politique qui s'est crispée avec l'arrestation du président Henri Konan Bédié, son épouse, le Premier ministre Afin Guessan, les ministres Assoua Adou et Maurice Gikawe et de bien d'autres personnalités politiques, le président Laurent Gbagbo, après 10 ans sans aucun contact avec le pouvoir en place, a appelé ce jour M. Ahmed Bakayoko en sa qualité de Premier ministre, chef de gouvernement, ministre de la Défense. L'ex-président ivoirien avait fait part de sa préoccupation face au traitement subi par les opposants. Il a donc de ce fait exhorté le Premier ministre Ahmed Bakayoko à apaiser la situation tout en favorisant le dialogue plutôt que la répression. Ce que nous pouvons tirer comme enseignement majeur de cet appel, c'est fondamentalement 3 choses. Le président Laurent Gbagbo montre à travers cet appel qu'il est un homme de paix, un homme qui recherche toujours le consensus et le dialogue. Deuxièmement, ce que nous pouvons retenir, c'est que l'appel se fait certes à l'endroit des autorités actuelles du pays, mais singulièrement, l'appel c'était en direction de M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre actuel de la Côte d'Ivoire. C'est donc dire que, visiblement, l'ex-président de la République ne reconnaît plus le président actuel de la Côte d'Ivoire comme président élu. Et donc, et troisièmement, ce que nous pouvons retenir, c'est que, je dis bien, seul le dialogue peut résoudre le problème actuel de la Côte d'Ivoire. L'ex-président ivoirien est toujours en Belgique en attendant un probable retour en Côte d'Ivoire. Poursuivi par la CPI pour crimes contre l'humanité commis durant la crise post-électorale ivoirienne de 2010, il a été acquitté en première instance. Donner plus de visibilité à la femme au Tchad, c'était le but du 2e Forum national inclusif qui s'est tenu du 29 octobre au 1er novembre à N'Djamena. Ce forum a regroupé plus de 600 participants pour déboucher sur plusieurs résolutions, tout ayant pour but de réduire les discriminations et les inégalités basées sur le genre. Plus de détails avec Nathalie Moho et Marie-Colette Babasagana. Au Tchad, les assises du 2e Forum national inclusif ont recommandé la création d'un observatoire genre pour mieux suivre et lutter contre les discriminations basées sur les genres dans tous les domaines socio-économiques. Elles estiment qu'une telle institution permettra d'impliquer davantage les femmes, en particulier celles du monde rural, dans les programmes de développement national en tenant compte de leurs attentes. Quand on parle de femmes, souvent, celui qui nous écoute a l'impression qu'on parle que des femmes qui sont instruites, qui sont diplômées, qui sont ministres ou gouverneurs comme moi. Non, on parle de la femme rurale, parce que c'est celle-là qui nous a conçus et qui est là encore à faire ce qu'elle faisait avant, c'est-à-dire le maraîchage, l'agriculture, le fait d'être une femme à la maison pour diriger la maison. Et c'est de cette femme-là que nous avons demandé au forum qu'il y ait un observatoire genre. Pour un véritable épanouissement de la femme et une lutte efficace contre les inégalités basées sur le genre, les participants du forum ont aussi recommandé la création d'un fonds et d'une agence nationale chargée de l'élaboration et du suivi des projets au profit des femmes. Une initiative qui permettra de booster la sphère économique féminine qui évolue majoritairement dans l'informel vers les activités formelles. Aujourd'hui, si on prend des vendeuses de Batkoro aux vendeuses de mil traitées ou de gombo ou autres, et jusqu'au conteneur, jusqu'au cargo, ce sont des femmes. Il y a des femmes qui exercent dans tous les niveaux, dans toutes les catégories, mais la plupart sont dans la petite entreprise. Donc il y en a qui ne sont même pas répertoriées. Et nous, grâce à cette promulgation de loi qui va nous donner fonction, on va booster toute la sphère économique féminine vers le formel pour un peu donner une visibilité à la femme au Tchad. Pour rappel, les assises du Forum national inclusif qui ont pris fin ce dimanche 1er novembre 2020 ont aussi exhorté les autorités de créer un comité de relecture du Code des personnes et de la famille à l'Assemblée nationale composé du ministre de la Femme, des religieux et des députés.
La République démocratique du Congo veut atteindre l'émergence tant souhaitée en s'affranchissant de la dépendance au secteur minier, secteur qui a rapporté près de 1,57 milliard de dollars au budget de l'État en 2018. Pour ce faire, le pays mise sur la diversification économique et c'est dans cette optique que la zone économique spéciale de Maluku à Kinshasa a été inaugurée le 4 novembre. Les explications de Nathalie Mo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo veut sortir l'économie du pays de sa dépendance aux revenus miniers. Dans cette logique, la zone économique spéciale pilote de Maluku à Kinshasa a été inaugurée le 4 novembre 2020 par le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Si vous allez aujourd'hui à Maluku, vous allez trouver qu'il y a un espace qui a été réservé. Ce que nous voulons, c'est faire que la RDC devienne un des pays les plus attractifs. Le site de 800 hectares, dont 280 sont déjà aménagés, est prêt à accueillir ses premières entreprises. La zone économique spéciale de Maluku va offrir des avantages fiscaux aux investisseurs. Le gouvernement a tenu à rappeler que cette infrastructure devra essentiellement promouvoir la production locale. Toutes les usines qui vont s'y installer sont exonérées à l'exportation. L'avantage, c'est qu'avec l'activité qui sera créée à l'intérieur de la zone, ces entreprises vont acheter des matières premières sur le territoire congolais. Cela va encore booster l'activité de l'économie congolaise pour que chacun vende dans la zone économique spéciale ce qu'il est en train de produire. Et c'est là où la République démocratique du Congo va gagner. Une zone économique spéciale est une région géographique dans laquelle les lois économiques sont plus libérales. Ces zones sont créées dans les espaces qui regorgent de potentialités ou de richesses naturelles. En République démocratique du Congo, le projet de la zone économique spéciale de Maluku date de 2008. Le drame égyptien se paye une place à l'international. La série Paranormal sera prochainement diffusée sur la célèbre plateforme de streaming Netflix, une production 100% égyptienne issue d'une adaptation des romans de Ahmed Khaled Toufik, un auteur égyptien. Plus de détails avec Fanny Mounichi et Corinne Kamdem. Les romans d'horreur d'Ahmed Khaled Toufik portés à l'écran. La plateforme de streaming Netflix propose à partir de ce mois de novembre la série Paranormal, un thriller angoissant inspiré des livres de l'auteur égyptien, encensé par la critique et qui s'était vendu à plus de 15 millions d'exemplaires à travers le monde. C'est l'un des grands projets de ma vie. J'aime ces romans depuis que je suis enfant. J'ai acheté les droits en 2006, moi-même et Mohamed Efzi. Nous avons acheté les droits pour la série. Nous essayons de la faire sortir depuis 2006 et finalement elle est présentée au public. Paranormal, l'histoire du docteur Rifat Ismaël, un hématologue cynique dont les convictions scientifiques vont être ébranlées par les événements surnaturels auxquels il est confronté. La série est la première production égyptienne du diffuseur américain. Nous sommes sur une plateforme mondiale, donc le drame égyptien est maintenant vu à l'échelle internationale. C'est une opportunité qui est différente de toutes les autres pour lesquelles nous avons travaillé. Nous pouvons maintenant avoir des fans d'autres régions, d'autres pays qui parlent d'autres langues. Après Paranormal, la direction des séries arabes et africaines de Netflix a déjà annoncé 4 autres projets d'importance pour la région. Le torchon brûle entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue professionnelle de football du Cameroun. Les membres de la FECAFOOT ont décidé le 4 novembre à l'unanimité de retirer l'ensemble de ses compétences à la Ligue professionnelle de football du Cameroun. Un tournant décisif à quelques semaines du début du championnat d'Afrique des Nations. Un sujet de notre journaliste sportif, José Douglas. Et cette session extraordinaire du comité exécutif de la FECAFOOT était une première du genre depuis l'élection du nouveau bureau. Était à l'ordre du jour l'examen de l'accord conclu avec la Ligue professionnelle du football camerounais le 25 septembre dernier. Le communiqué rendu public à l'issue de cette réunion est signé par le président de la Fédération camerounaise de football, M. Sédou Bombo Dioya, précise dans sa résolution 5. Au vu des manquements, dysfonctionnements internes ou défaillances constatées de la LFPC, qui transparaissent à travers la remise en cause de la résolution 23 prise par l'Assemblée générale de la FECAFOOT le 25 septembre 2020, la cacophonie dans l'organisation des AG au sein de la LFPC, l'organisation au mépris des statuts et règlements de la FIFA, de la CAF et de la FECAFOOT d'un match de football auquel des joueurs sans licence et des officiels d'une association sportive étrangère ont pris part, ainsi que le procès-verbal des auditions ordonnées.
Et cette bataille qui fait rage entre les deux instances depuis quelques mois et connaît ce nouveau tournant le 4 novembre 2020. Et M. Sédou Bombo Dioya qui précise encore dans sa résolution 5. Le comité exécutif statuant à l'unanimité des membres présents décide de retirer, à compter de ce jour, l'ensemble des compétences à la LFPC, l'ensemble des modalités relatives à l'organisation des championnats professionnels Ligue 1 et Ligue 2 sera communiqué en vue du démarrage effectif des 10 championnats dans les prochains jours. Et d'après nos informations, il n'existe aucune convention de la délégation de compétences entre la Ligue et la FECAFOOT, et le comité exécutif de la FECAFOOT a instruit le président Sédou Bombo Dioya de traduire devant les organes juridictionnels compétents les dirigeants de clubs ayant participé au match de foot d'ouverture de saison 2020-2021 organisé par la Ligue de football du Cameroun, en violation de la réglementation en vigueur ainsi que les organisateurs du match. Enfin, rappelons que le 3 septembre 2019, le comité exécutif de la FECAFOOT avait suspendu la Ligue de football professionnel du Cameroun avec à sa tête le général des armées à la retraite Pierre Semengue. Sauf que, le 14 septembre 2020, le tribunal arbitral du sport, le TAS, a tranché en faveur de la Ligue dans ce conflit avec la FECAFOOT. Sachez que nous sommes à 2 mois du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, et le bras de fer n'est pas terminé entre ces deux instances. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.